Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Ici et maintenant, autrement, on donne la parole aux acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, je reçois Marine Dumont, qui est la présidente de l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, vous êtes titulaire d'une maîtrise en administration de l'éducation et vous préparez également un doctorat sur la socialisation des jeunes éduqués en famille à l'Université de Montréal. Vous occupez le rôle de présidente du conseil d'administration de l'association québécoise pour l'éducation à domicile depuis mars 2020 et vous êtes en charge en particulier des relations avec la direction de l'enseignement à la maison. Alors, lorsqu'on parle du système éducatif au Québec comme ailleurs, dans de nombreux pays, c'est souvent c'est un secteur qui fait un peu la une des journaux, pas toujours pour des bonnes raisons. On parle souvent de décrochage, on parle de manque de personnel, on parle de vétusté des locaux. Alors, selon vous, quelles sont les principales causes qui entraînent un peu cet état du système éducatif au Québec? Alors, je pense que, on a un système, éducatif, qui est ancien maintenant. L'école, hein, ça fait, plusieurs décennies, plus d'un siècle que ça existe. Les raisons qui ont fait que l'école est apparue, hein, il y a plus d'un siècle, alors c'est plus les mêmes qui sont c'est plus les mêmes conditions de notre société actuellement. Donc le système éducatif devrait pouvoir apprendre, hein, et devrait pouvoir se renouveler. Mais on sait qu'un système éducatif, c'est une grosse entité, c'est une grosse machine, c'est difficile à faire évoluer, à faire tourner. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines familles, hein, évidemment, que je représente avec la CAID, qui décident de sortir de ce système-là. Donc, lorsque les familles veulent sortir du système, quelles sont les grandes options à leur disposition au Québec? Donc, il y a bien sûr l'enseignement à domicile. Est-ce qu'il y a d'autres, systèmes éducatifs ou d'autres modes d'enseignement qui sont disponibles? Ben oui, absolument. Au Québec, on connaît évidemment, nos écoles publiques, hein, comme vous le disiez, qui font, qui font souvent la une. Il existe une option qui est des fois moins bien connue, qui sont les écoles publiques alternatives, qui sont des écoles publiques, donc financées publiquement, mais dont le projet éducatif particulier, provient d'un groupe de parents finalement qui se sont rassemblés, qui ont travaillé dessus, qui ont présenté ce projet-là à leur centre de service scolaire. Puis, parfois, ça fonctionne et des écoles alternatives publiques vont pouvoir ouvrir et les parents vont pouvoir beaucoup s'impliquer dans ces écoles-là. Évidemment, il y a tout le système des écoles privées aussi, mais qui vont pouvoir appartenir à des courants différents comme Montessori, Freinet, etc. Évidemment, ça pose la question du budget, hein, pour les écoles privées qui ne sont pas forcément très accessibles à tout le monde. Malheureusement, au Québec, on n'a pas encore de formation à distance, hein, d'école à distance accessible à tout le monde, comme ça peut être le cas dans d'autres parties du monde. Alors finalement, on peut faire le choix de l'éducation à domicile. Très bien. Donc, est-ce qu'on a une idée au Québec du nombre d'enfants, de familles qui suivent l'éducation à domicile? Alors oui, on a une idée, on est à peu près autour de 10 000 enfants, hein, dans les chiffres dont je vous parle actuellement, on va dire à la fin de l'année scolaire 2022. C'est sûr que c'est un nombre qui va fluctuer tout au long de l'année parce qu'on peut à tout moment retirer son enfant de l'école ou même le renvoyer à l'école. Mais autour de 10 000, c'est une bonne estimation. Et donc ce chiffre de 10 000, est-ce que c'est un chiffre qui a été constant au fil des années ou est-ce qu'on a observé une augmentation ou une diminution au cours des dernières années? Alors, c'est sûr que la pandémie a eu un gros impact, hein, mais si on parle d'avant la pandémie, c'est un chiffre qui augmente en fait régulièrement. À chaque année, on observe une augmentation. Et évidemment, on observe un boom, hein, l'année dernière. Pour donner une petite comparaison, avant 2020, en fait, avant la pandémie, on parlait d'entre 5 et 6 000 enfants. Au plus fort de la pandémie, peut-être autour de 12 000, hein, donc un chiffre qui aurait doublé. Et là où on semble tranquillement sortir d'une période de pandémie, comme on a l'air de rester autour de 10 000. Donc c'est sûr qu'il y a eu un impact effectivement de la pandémie. En fait, certaines familles nous ont même dit qu'elles avaient toujours un petit peu pensé, hein, à l'éducation à domicile. C'était une option connue qui faisait envie, mais bon, un peu peur. Alors, c'est sûr que la fermeture des écoles au printemps 2020, ça leur a permis d'essayer
hein, et d'essayer, puis de voir que oui, ça convient ou non, ça ne convient pas à leur famille, puis effectivement de poursuivre pour l'année suivante. D'accord, donc il y a eu comme une espèce de révélateur, un déclencheur qui a été provoqué par la crise sanitaire et donc ce que vous dites, c'est que, cette tendance, se maintient et que la plupart des parents ont choisi de poursuivre, l'enseignement à domicile. Oui, alors, pas évidemment pas tout le monde, hein, qui avait fait cet essai-là. C'est sûr que chaque famille a aussi ses contraintes de travail, un enfant aussi qui voudrait peut-être retourner dans un milieu qu'il connaît et cetera. Mais effectivement, il y a beaucoup de familles qui ont vraiment apprécié leur expérience, qui ont vu quels liens familiaux ça leur permettait d'avoir, quelle vie peut-être avec une routine plus flexible, et surtout, en fait, comment, c'était possible de faire que l'éducation soit réellement individualisée et élaborée pour un enfant particulièrement, pour les besoins de leur enfant, tout ça en s'accordant avec la manière dont la famille souhaitait vivre. Bien sûr et donc d'une manière générale, indépendamment de la crise sanitaire, quelles sont les grandes motivations qu'ont les familles à choisir ce mode d'enseignement? Alors, il y a plusieurs motivations. En fait, on dit même, par anecdote, qu'il y a autant de motivations qu'il y a de familles, mais il y a des grandes catégories. C'est sûr que quand vous parliez au début que ça faisait les manchettes et cetera, on pense toujours aux familles religieuses. Ben, il faut savoir qu'au Québec, c'est une grosse minorité, en fait, les familles religieuses. C'est pas du tout une motivation qui est principalement mise de l'avant. C'est plus le cas aux États-Unis, par exemple. Les motivations qui sont plus mises de l'avant au Québec, c'est des familles qui veulent vivre un projet qui va être plus familial. On parle plus anecdotiquement, mais des familles qui vont partir voyager, par exemple. Alors, c'est un choix qui va s'imposer parce que finalement, il n'y aura pas d'école disponible dans les voyages que la famille va faire. Mais plus largement, un projet familial, c'est peut-être de resserrer des liens familiaux, de passer plus de temps avec ses enfants, d'avoir un mode de vie différent. On a beaucoup de familles qui veulent vivre à la campagne, etc. Donc, c'est un mode de vie peut-être un petit peu plus lent. Donc, vraiment des raisons familiales. Puis, on a aussi une grosse partie de nos membres. En fait, on a plus de la moitié de nos membres qui ont retiré leurs enfants de l'école, hein, et l'autre proportion, on fait l'école à la maison, l'éducation à domicile finalement depuis la naissance de l'enfant. L'enfant n'a jamais fréquenté garderie ou école. Mais pour ceux qui vont retirer leur enfant de l'école, alors c'est qu'il y avait quelque chose par rapport au système scolaire. Puis là encore, ça peut être très variable. Effectivement, on pense à des expériences malheureuses, à un enfant qui aurait vécu de l'intimidation ou même une agression, ou en tout cas vraiment des expériences malheureuses dont les parents ne voyaient pas de solution dans le système, que l'école n'était pas capable d'offrir des solutions acceptables, donc le parent fait le choix de retirer son enfant. On a aussi les enfants qui ont des besoins particuliers ou des troubles d'apprentissage, où l'école n'a pas forcément les services et les ressources pour adéquatement accompagner cet enfant-là. Donc finalement, le parent va retirer son enfant, va aller chercher lui-même des ressources. Et c'est sûr qu'en faisant un enseignement de 1 à 1, avec tout le confort qu'on peut avoir dans la maison, donc pas de bruit, la possibilité d'être vraiment tranquille, de s'isoler, on est capable de mettre des conditions qui vont être plus gagnantes pour que ces enfants-là puissent continuer leur progression. On a aussi finalement, en rapport avec le système scolaire, des parents qui peut-être eux-mêmes ont vécu quelque chose à l'école qui les a perturbés, puis qui ne veulent pas prendre le risque que cet enfant vive quelque chose de semblable, ou encore des parents qui sont en désaccord avec la manière dont le système éducatif fonctionne actuellement. Tantôt, je parlais par exemple des écoles privées. Bon, ben, un parent qui aimerait ça, un enseignement d'une pédagogie particulière, mais qui ne peut pas mettre son enfant à l'école privée parce que financièrement, parce que c'est trop loin, etc. Alors, il va faire le choix de retirer de l'école publique et puis il va offrir cet environnement-là à la maison. Donc oui, une grande diversité de motivations de la part des familles, comme vous l'avez présenté. Donc dans vous représentez au niveau de la quête vous avez combien de membres? Actuellement, on est un petit peu moins de 2000 familles, entre 1800 et 2000 familles. Puis nos estimations, selon les derniers sondages, c'est 4 à 5 000 enfants. 4 à 5 000 enfants, donc quasiment la moitié quasiment des enfants au Québec, sur les 10 000, à peu près évalués, qui feraient l'école à la maison. C'est ça, absolument. Très bien, d'accord. Donc au niveau vous avez, présenté 2 grandes catégories de familles, donc des familles qui ont décidé de faire l'école à la maison depuis la naissance de l'enfant, donc l'enfant
n'a pas du tout fréquenté le système éducatif, traditionnel. D'autres familles qui ont fait le choix de retirer les enfants en cours de route. Alors pour cette deuxième catégorie de familles, j'imagine qu'il y a des impacts, en termes d'organisation de mode de vie qui sont significatifs, surtout lorsqu'on fait ça en cours d'année. Alors quels sont les grands challenges qui sont souvent rencontrés par ces familles qui décident de faire ce choix, un peu plus tard dans le processus scolaire des enfants? Alors, je dirais que le plus gros challenge, c'est que quand on fait le choix de l'éducation à domicile, alors effectivement, on envoie un avis, hein, au ministère de l'Éducation qui dit que, bon, bah, moi, en tant que parent, maintenant, je vais prendre 100 de la responsabilité de l'instruction, de l'éducation de mon enfant. Ça, faut avoir confiance, hein, pour faire ça, faut avoir une bonne confiance ou un bon incitatif parce que c'est sûr que c'est facile, hein, de déléguer à une école, tout ce que notre enfant devrait ou est supposé apprendre. Donc c'est la première chose, c'est vraiment faire le pas qui présente un défi. Et après, il va y avoir, des challenges très pragmatiques. Comment on s'occupe de la garde de l'enfant? Est-ce qu'il y a un des parents qui réduit son temps de travail? Est-ce qu'on est capable de faire moitié-moitié, mettons, dans une famille avec 2 parents. Est-ce qu'on peut aller chercher 1 ou 2 ou 3 journées dans un centre d'apprentissage ou de garde avec les grands-parents, avec une autre famille, avec alors il y a tout ce côté très, 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 logistique, j'ai envie de dire. Puis ensuite, le challenge, c'est, tu sais, ça fonctionnait pas à l'école. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour qu'à la maison, ça fonctionne? Donc qu'est-ce que je vais aller chercher comme ressources, comme matériel? On a une bonne proportion des parents de notre association qui ont une formation en éducation, mais évidemment pas tout le monde. Alors il faut aller, tu sais, je vais être l'enseignant de mon enfant ou je vais me voir plus comme un médiateur entre un savoir et des connaissances puis mon enfant. Alors c'est toutes ces questions-là que les parents se posent, qui ne sont généralement pas résolues dans la première année, hein. On évolue au fil des années, et puis pas seulement les gens qui ont retiré leurs enfants de l'école, hein, même ceux qui font ça depuis la naissance de leurs enfants. Alors, on évolue dans qu'est-ce que mon enfant a besoin, mon enfant grandit, qu'est-ce que moi je suis capable de lui offrir, où est-ce que j'atteins mes limites, puis je suis capable de reconnaître que j'atteins mes limites, donc je vais aller chercher d'autres sources. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux d'éducation à domicile, avec toutes les ressources en ligne, hein, finalement, qui ont explosé en plus depuis la pandémie, c'est extrêmement facile d'aller chercher des ressources. Le petit bémol, c'est qu'il y a trop de ressources. Alors, comment je sélectionne finalement celles qui vont me permettre d'accompagner et de faire progresser mon enfant? Donc, c'est vraiment une grosse décision qui va impliquer plein de conséquences qui vont être variées selon les familles. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec la fratrie? Est-ce que je retire tout le monde? Est-ce que je retire juste celui qui a de la difficulté? Est-ce que j'en profite pour changer de vie, puis avoir une maison plus petite pour me permettre de moins travailler? Donc, c'est toutes des questions comme ça que les parents se posent qui sont très challengeantes. Oui, effectivement, c'est vraiment tout un mode de vie qu'il faut, repenser, remettre en question, réorganiser. Donc justement, vous avez parlé des ressources, donc de nombreuses ressources privées, mais j'imagine que ça a un coût. Donc est-ce que finalement on ne se retrouve pas à devoir gérer des budgets similaires à un système d'éducation privé? Ou est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec un budget, plus limité? Comment ça se passe aujourd'hui un petit peu? Alors les ressources, en fait, tout dépend du choix pédagogique que va faire le parent. Un parent, évidemment, qui veut suivre un modèle scolaire d'éducation, donc à partir de cahiers d'exercices et de manuels, va falloir les obtenir, ces ressources-là, hein. Donc des cahiers d'exercices, ça a un coût. Les corrigés de cahiers d'exercices ont un coût énorme. Les centres de services scolaires, évidemment, sont tenus de fournir un certain nombre de ressources, mais évidemment, on n'achète pas un cahier d'exercice pour les parents. Donc, on peut prêter un manuel dans le meilleur des cas. Alors, effectivement, oui, ça, c'est effectivement un budget. Il y a d'autres familles qui choisissent des modes vraiment différents, l'apprentissage par le jeu, apprentissage par projet, apprentissage avec la littérature jeunesse. Il faut penser que les bibliothèques du Québec sont extrêmement bien fournies et qu'on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup de ressources. Je dirais que la majorité des parents vont aussi aller se créer un réseau, que ça soit un réseau sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, ou que ça soit un réseau, puis c'est encore mieux que ça soit local, hein, un groupe de soutien des familles qui vont se rencontrer localement.
Puis ça, c'est extrêmement important parce que les parents se parlent, les parents vivent la même chose ou ont vécu la même chose, ils vont échanger sur leur réalité, puis ils vont se partager des ressources. Il va pouvoir y avoir, souvent les groupes de soutien vont aller se rencontrer une journée par semaine dans un local. Donc ça peut être pour faire venir un animateur qui va faire des cours, ça peut être pour offrir des moments où les enfants vont pouvoir faire de l'art avec tout un tas de matériel qu'il n'y a pas forcément à la maison. Il peut y avoir des regroupements pour faire des activités scientifiques. On n'a pas tous chez nous plein d'affaires pour faire des explosions puis toutes sortes d'affaires. Donc vraiment, le réseau va prendre la place de la ressource principale. Après, il faut aussi penser que c'est les parents qui vont faire ce choix, qui ont pris cette décision. Alors, ça doit venir, généralement c'est le cas, avec beaucoup de créativité, puis beaucoup d'humilité sur ce qu'on est capable de faire, puis ce qu'on n'est pas capable de faire, puis que là, il faut aller chercher des ressources. Puis les ressources, c'est extrêmement varié. Est-ce que j'ai une tante qui est médecin, puis qui va faire de la biologie avec mes enfants? C'est possible. Est-ce que j'ai un voisin qui est passionné de littérature, puis qui va venir faire découvrir à mon enfant plein de livres? Alors, c'est vraiment d'aller s'appuyer sur ce qui est autour de nous. Et le parent doit avoir cette vision d'ensemble de ce qui est nécessaire pour l'enfant. Donc là, vous avez évoqué toutes sortes de façons d'apprendre différentes qui sortent forcément un petit peu des sentiers battus ou qui sortent de l'approche très scolaire avec des livres et cetera. Donc, quelles sont les attentes du ministère vis-à-vis de ce que les enfants doivent faire, du parcours pédagogique à suivre? Est-ce qu'il y a un suivi qui est demandé? Quelles sont les exigences en fait, lorsqu'on s'inscrit donc à l'ADEME? Alors, lorsqu'on s'inscrit auprès du ministère de l'Éducation, il faut savoir qu'actuellement, c'est vraiment un avis. Donc, on ne demande pas l'autorisation, on ne demande pas d'accepter un dossier ou quelque chose. Non, on informe que dorénavant, c'est nous qui allons être responsables de l'éducation de notre enfant. Ça, c'est la première chose. Après, oui, effectivement, il y a un suivi, il y a un certain nombre d'étapes dans l'année que le parent doit compléter pour que quelqu'un du ministère, un chargé de suivi du ministère, s'assure que le droit à l'éducation de cet enfant-là ou de ces enfants-là est respecté. Euh, alors, bon, il y a tout un tas, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on dépose un projet d'apprentissage, on va faire 2 bilans pour démontrer comment les compétences de mon enfant ont évolué. On va faire un rapport, un état de situation pour dire, bon, j'avais un projet en début d'année, bon, bah voilà, maintenant, vraiment ce qu'on a réalisé. On va aller aussi rencontrer ce chargé de suivi où il va venir nous rencontrer une fois dans l'année pour qu'il puisse un petit peu discuter autre que via des documents de notre projet d'apprentissage. Puis, en fin d'année, il va y avoir une étape d'évaluation. Là, il y a plusieurs possibilités. Faire évaluer par une école, par un centre de service. Ça, c'est généralement des choix qui sont peu choisis par les familles. En général, les familles choisissent de faire un portfolio des réalisations de l'enfant qui vont montrer la progression de l'enfant ou de faire évaluer par un professeur au privé, donc pareil, en 1 à 1, et de faire un rapport avec ce professeur-là. Puis les objectifs que les familles doivent remplir. Alors effectivement, actuellement, le ministère de l'Éducation demande que les familles suivent un enseignement plus ou moins équivalent à ce qui est prévu au programme de formation. Donc le programme de formation qui est enseigné dans les écoles du Québec. Donc, le programme de formation est constitué en différents cycles, des cycles de 2 ans. Donc, par exemple, première, deuxième année, c'est le premier cycle. Puis, à la fin, finalement, de chacun des cycles, il y a des objectifs à atteindre. Donc, on veut s'assurer que l'enfant se développe en direction de ces objectifs-là. C'est sûr qu'un enfant peut, à un moment, la progression d'un enfant peut, à un moment, pas être négative, on ne désapprend pas en général, mais peut stagner ou quand on a moins de progression. Donc, ça s'explique. Si le parent est capable de l'expliquer, bon, tout va bien, on continue, on essaye de mettre en place d'autres interventions pour que ça continue de progresser. On s'entend qu'un enfant à l'école peut échouer aussi, donc c'est des choses qui peuvent arriver, une progression plus lente. On parle des fois d'enfants qui ont des besoins très particuliers, donc on va suivre le rythme de cet enfant-là. Et dans tous les cas, le ministère va vérifier qu'on s'en va dans une direction à peu près semblable de ce qui est fait dans les écoles. D'accord. Est-ce que c'est le ministère qui sanctionne la réussite ou le passage en classe supérieure, par exemple? Non, alors le parent va rester en charge finalement de l'éducation de son enfant. Le chargé de suivi du ministère, son rôle est vraiment de faire une appréciation des documents que soumet la famille.
Donc, il y a toute une liste. Dans un projet d'apprentissage, il faut nommer les objectifs, il faut nommer les ressources, nommer les activités qu'on va faire. Donc, il faut que ces catégories-là aient été complétées par le parent et que la personne ait suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier l'expérience éducative vécue par l'enfant. Comme je disais tantôt, on parle en cycle. Donc, en cycle, ça laisse une latitude de 2 ans pour arriver à des objectifs à peu près semblables à l'école. Mais en apprentissage à la maison, en 1 à 1 ou un peu plus s'il y a une fratrie, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Il y a des choses où on va pouvoir prendre plus de temps. Il y a des choses qui vont vraiment éveiller l'intérêt de notre enfant. Donc, on va peut-être aller vraiment, vraiment pousser. Donc, c'est très fréquent, en fait, de voir des enfants qui ne soient pas dans le même cycle dans toutes les matières. Donc, on suit vraiment cette progression-là. Je pense que l'important, c'est de garder en tête que ce qu'on veut, c'est que rendu à 16, 18, 20 ans, on est des adultes, des jeunes ou des jeunes adultes qui soient autonomes, qui soient autodidactes, qui savent réfléchir, qui ont développé un certain nombre de compétences. Mais c'est sûr que l'apprentissage à la maison, l'apprentissage en famille, ça donne une certaine latitude. Si j'apprends pas à lire à 6 ans, mais que la lecture débloque à 7 ans, est-ce que c'est grave? Nous, Mmh. effectivement, on pense que non. Alors, c'est simplement d'expliquer ça dans les bons termes. Ouais, c'est intéressant parce que là, ce que vous dites, c'est que ça pose quand même aussi, toute la vision qu'on a par rapport au système éducatif, par rapport au marché du travail par la suite et un peu, cette impression un peu de formatage ou de préparation de faire rentrer les jeunes dans un moule, si je puis dire, bien particulier pour les faire rentrer après sur un cheminement professionnel qui est très, très balisé la plupart du temps. Donc là, justement, pour les enfants qui suivent pendant de nombreuses années donc l'école à la maison, est-ce que, l'insertion professionnelle se fait de la même façon que pour les autres? Ou est-ce qu'un retour éventuel à l'école ou à l'université plus tard se fait dans des bonnes conditions? Quels sont un peu les retours d'expérience dans ces domaines? Oui, effectivement, le fait d'avoir ce programme québécois à suivre, c'est assez récent, hein. C'est sûr qu'avant, on avait un peu plus de liberté, fait que je cache pas que ça crée quelques enjeux auprès des familles. Mais globalement, de ce qu'on voit dans les recherches scientifiques sur ces jeunes adultes ou ces adultes qui ont vécu une expérience d'éducation à la maison, c'est que soit il n'y a pas de différence en fait avec un jeune qui a été à l'école, soit généralement quand il y a quelque chose de chiffré, des moyennes à l'université, etc. Souvent les moyennes sont un petit peu supérieures. Les défis, les enjeux qui sont rapportés quand on est plus sur des études qualitatives, plus qu'avec des chiffres, c'est peut-être une transition plus difficile pour l'adaptation. Bon, on rentre, mettons, au cégep ou à l'université, puis on n'a jamais été dans une école. Bon, d'un coup, il faut s'habituer que dans chaque matière, j'ai un prof différent, ce qui n'était pas le cas quand j'étais forcément à la maison. J'avais un parent ou deux parents de référence. Des fois, ça peut être, je vais avoir des épreuves qui vont être basées sur le temps, c'est chronométré. Bon, ça, des fois, c'est une petite, il faut s'y habituer. Ou le côté, je suis dans un grand groupe. J'ai beaucoup d'autres jeunes autour de moi, donc la question de l'apprentissage ne se fait pas exactement de la même façon. Donc ça, c'est des petits éléments qui sont rapportés quand on parle de transition vers l'âge adulte, notamment aux études supérieures. Mais en général, c'est juste des transitions, puis la suite se poursuit très bien. Euh, on a, de ce qu'on observe, nous, dans les chiffres, vous parliez de retour à l'école. En général, on dit qu'il y a à peu près 2 tiers des enfants qui sont au primaire et 1 tiers au secondaire. Donc, ce qu'on observe, c'est que le passage au secondaire, l'entrée dans l'adolescence et tout ce que ça vient chercher, des fois, ça va amener un retour à l'école. Peut-être l'envie d'expérimenter quelque chose de différent, d'aller chercher une grosse gang d'amis, ou alors ça dépend vraiment du jeune. En général, on a des très bons retours de la part des parents parce que ce sont des jeunes qui ont fait ce choix-là d'y aller. C'est vraiment leur choix d'aller à l'école. Ils y vont avec, en tout cas, suffisamment de connaissances de comment ça va se passer. On y va pour étudier, on va avoir des devoirs, on va avoir des évaluations, etc. Donc, la posture de ce jeune-là qui fait ce choix-là, elle est un petit peu différente d'un jeune qui a fait ça toute sa vie, en fait, qui a toujours été à l'école, puis qu'on lui a jamais donné le choix. Veux-tu aller à l'école ou veux-tu ne pas y aller? Euh,
Donc, en termes de maturité et de faire ce choix-là de manière consciente, c'est sûr qu'on a des expériences différentes. Hein. On a des jeunes qui rentrent au cégep, qui sont passionnés de ce qu'ils étudient et qui des fois disent, ben, j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui suis passionnée en fait. On a des bons retours. Puis je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut valoriser puis qu'il faut faire connaître parce que c'est pas un mode d'éducation alternatif qui va faire qu'on va rester marginal plus tard. Euh, pour des jeunes qui ne souhaitent pas faire des études pas secondaires, mais supérieures ou universitaires, on a beaucoup de jeunes qui ont eu plus de temps à la maison, hein, parce que de compléter un programme, on n'a pas toute la gestion de classe, puis donc on a plus de temps libre. Mais on a des jeunes qui vont très tôt se découvrir une passion. On a beaucoup de nos jeunes qui participent aux journées des petits entrepreneurs ou qui peuvent écrire des livres. Alors, il y a tout un tas d'expériences très réussies du fait qu'il y a eu plus de temps pour se connaître en tant que personne et connaître ses passions. Très intéressant, donc cet aspect de maturité et d'autonomie que vous évoquez finalement à travers ces retours d'expérience et il y a souvent un thème qui revient souvent lorsqu'on parle d'école à la maison, c'est la notion de socialisation, souvent de crainte de la part des parents, je crois, de se dire: «OK, bon, mon enfant ne va plus à l'école, il va perdre ses copains». C'est surtout sensible dans le domaine, de l'école lorsque les enfants vont au secondaire, où le côté relationnel, prend beaucoup d'importance. Donc, comment c'est vécu? Est-ce que c'est vraiment une difficulté ou on peut l'aborder différemment lorsqu'on fait l'école à la maison? En fait, pour les parents qui font l'école à la maison, puis depuis quelque temps, c'est comme une espèce de non-problème, j'ai envie de dire. C'est vraiment une idée, comme presque un préjugé, parce qu'on s'imagine qu'un enfant qu'on place, mettons, 6 heures par jour, 5 jours par semaine dans une classe avec 20 autres enfants du même âge, ben, il va être sociable, et puis il va développer toutes les compétences sociales qu'on attend de lui pour devenir un adulte. Euh, c'est sûr qu'il faut déjà comme mettre à plat que c'est pas la même socialisation, clairement. Si c'est une personne qui s'attend à ce qu'on dise oui, 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 mes enfants, ils voient 20 enfants par jour du même âge, non, non, ça se passe pas comme ça, clairement. La différence, puis on aime ça dire qu'à l'école, on a une socialisation qui est très quantitative, en quantité. On te met avec plein d'enfants, beaucoup d'heures par semaine. En école à la maison, on a une socialisation qui est plus qualitative. Effectivement, on va avoir 1, 2 ou 3 jours par semaine où la majorité des familles vont aller rejoindre leur groupe de soutien d'école maison, des fois plus, des fois moins, en fonction. Tout le monde n'est pas obligé non plus de vouloir voir des gens à chaque jour. Et la différence, c'est que dans ces groupes-là d'école maison, c'est du multi-âge. C'est-à-dire qu'on a tous nos enfants d'âge scolaire, donc de primaire en général, un peu de secondaire, mais on a aussi tous les petits frères, tous les petites sœurs, mais on a aussi tous les autres parents et accompagnateurs de ces enfants-là. Donc, nos enfants, ce qu'ils vivent, c'est qu'ils vivent dans un espace, dans un environnement qui est plus représentatif de la société dans laquelle ils vivront plus tard, dans le sens que nous, en travaillant, on n'est pas toujours avec des gens qui ont le même âge que nous à faire la même chose. Hein? Donc, ils apprennent, ils développent toutes ces compétences-là, d'interagir avec des plus jeunes, d'inclure des plus jeunes dans les jeux, de comprendre que parfois on est le plus jeune, mais qu'on est quand même capable de participer aussi. Et énormément de familles mettent également l'accent sur le fait que le fait de ne pas aller à l'école, mais effectivement, comme je le redis, on a plus de temps. Donc la socialisation va se vivre partout et en tout temps. Hein. On a le temps d'aller à l'épicerie ou à la bibliothèque et de parler avec les gens qui s'y trouvent. On a le temps d'aller visiter tel musée puis de rencontrer un guide passionné qui va prendre le temps d'expliquer à nos enfants puis de répondre aux questions, etc., etc. Donc, c'est rare finalement qu'il y ait des familles qui restent extrêmement isolées. L'isolement est un facteur
inverse à la protection, en fait, finalement, est un facteur irritant dans le sens que on n'est pas fait pour être isolé. Et puis, même en tant que parent, quand on prend cette décision-là, nous aussi, on doit socialiser avec d'autres parents puis d'autres adultes qui vivent la même chose. Sinon, il faut pouvoir avoir des amis, puis se décharger, puis aller trouver des ressources. Puis, donc, c'est autant la socialisation des parents que des enfants qui est extrêmement importante pour que le projet réussisse. Euh, je dirais dans tout ce qui est les grands centres du Québec, il y en a plein des familles. C'est facile de se faire un réseau, c'est facile d'aller rencontrer des enfants au parc. Ceux qui sont un petit peu plus éloignés, ben, ils trouvent d'autres solutions. Hein? C'est aller au parc avec les enfants de l'école après les heures d'école ou la fin de semaine. C'est beaucoup voir les petits cousins et les petites cousines. Donc, c'est vraiment de se recréer un réseau qui va ressembler à ce qu'on a besoin de faire. Très intéressant. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre ce vieil adage qui dit que, ça prend un village pour éduquer un enfant. Donc, j'ai l'impression de retrouver un peu cette dimension de village que recréent un peu ces familles entre elles avec ces mélanges de générations, mélange à la fois d'enfants et de parents et d'avoir une plus grande diversité finalement d'interactions, qualitatives avec des gens, de différents horizons. Une perspective intéressante. Justement, en termes de perspective, vous avez évoqué que, les exigences de la part du gouvernement avaient augmenté, au cours des dernières années. Là, plus récemment, il y a maintenant les examens du ministère qui deviennent également obligatoires, je crois, pour les enfants qui font l'école à la maison. Qu'est-ce Quelle est votre interprétation de cette tendance? Et on voit ce qui s'est passé en France, par exemple, où l'école à la maison est devenue virtuellement impossible, alors que c'était quand même un système très utilisé. Est-ce que le Québec, s'oriente dans cette direction? Quel est un peu votre sentiment par rapport à ça? C'est un petit peu le sentiment qu'on partage, hein, que le Québec semble regarder beaucoup, beaucoup vers la France. Alors peut-être parce que c'est francophone aussi, il y a probablement des explications là-dessus. Puis effectivement, on voit une augmentation d'une volonté de contrôle. Hein. On pourrait juste tourner la tête de l'autre bord, puis regarder vers l'Ontario, où c'est extrêmement libre. Hein. Le Québec, en mettant en place le règlement sur l'enseignement à la maison, qui est venu contrôler plus, durcir plus les exigences envers les parents, est devenu la province où c'est le plus contrôlant, le plus encadrant et le plus difficile de faire l'éducation à domicile. C'est sûr que dans les provinces de l'Ouest, il y a des solutions puis des outils qui sont mis en place qui nous font envie, dans le sens de vraiment avoir, par exemple, des subventions pour s'acheter du matériel, de pouvoir avoir une plus grande confiance que le parent sait où il s'en va sans qu'on lui impose des objectifs qui sont prévus dans un programme particulier. Alors, tout ce contrôle-là peut venir d'une certaine peur, en fait, peut-être d'échapper des enfants. On s'entend qu'on ne vit pas dans un monde parfait et qu'il y a des expériences malheureuses, puis il y a des enfants qui sont négligés. Hein. Je parle même pas de négligence d'agression ou autre, hein, de négligence grave. Hein. Mais il peut y avoir des enfants qui, sur le plan éducatif, n'ont pas ce qu'ils ont besoin, n'accèdent pas à une éducation appropriée. Le problème, c'est qu'en contrôlant et en durcissant, c'est pas évident qu'on va aller les retrouver, ces familles-là. C'est pas forcément la meilleure solution. Au contraire, en incitant les familles à venir collaborer, à venir partager leurs bons coups, en leur offrant des incitatifs. Je sais que dans une certaine région du monde, soit le parent peut faire son propre programme et il a très peu de comptes à rendre, soit il s'engage à suivre le programme de l'endroit dans lequel il vit, mais en contrepartie, on lui donne du financement. Alors, vous voyez, il y a des moyens de faire un incitatif quand on veut aller chercher quelque chose qui forcément va être mieux reçu par les parents que quand on y va en contrôlant et en obligeant. On parle là de parents qui ont fait le choix de sortir d'un système, parfois parce que le système ne convenait pas. Donc, si on essaye de les ramener de force vers le système, on s'entend que ça va faire des frictions. Alors, c'est sûr que c'est malheureux dans le sens que, comme vous l'aviez dit au départ, il y a des enjeux à l'école publique aujourd'hui, puis c'est pas juste au Québec, hein,
Il y a des enjeux dans le système éducatif, de la manière dont il fonctionne aujourd'hui dans le monde occidental. Puis là, on a tout un groupe de personnes qui, finalement, ne demandent pas grand-chose à personne, puis qui vont aller expérimenter. Moi, quand je fais 14 expérimentations de matériel avec ma fille qui a un TDAH, puis que je dis ça fonctionne. Et ça, c'est des informations pertinentes pour le système. Regardez ce que ses parents ont expérimenté, allez voir leurs résultats, puis aidez-les, soutenez-les dans cette approche-là. Malheureusement, c'est pas la voie qui semble être utilisée actuellement. C'est sûr que moi, je suis présidente de l'association, en fait. Je suis toujours disposée à venir, discuter, puis expliquer, puis montrer qu'est-ce qui peut être fait, etc. Mais il faut qu'il y ait une écoute de l'autre côté. Et pour l'instant, est-ce que cette écoute, vous l'avez ou vous frappez un mur à chaque fois que vous tentez de communiquer sur, votre expérience? Pour l'instant, c'est très dur. C'est très dur. On est capable d'aller accompagner des familles individuellement pour se sortir ou dénouer des situations qui vont être plus difficiles. Des fois, juste en agissant comme un témoin ou en ayant une présence qui va venir tempérer les choses. Mais les recommandations qu'on peut faire, vous parliez des examens ministériels tantôt, c'est difficile. C'est difficile de se faire écouter. C'est difficile déjà de faire comprendre qu'un examen ministériel, ça donne une photo à cet instant-là de ce que c'est l'enfant. Si l'enfant est dans des bonnes conditions, s'il est disposé à répondre au meilleur de ses capacités. Si c'est un enfant qu'on a sorti de chez lui, qu'on a mis dans une école très loin de chez lui où il ne connaît personne, qu'on lui demande de répondre à des questions où c'est pas le contenu le problème, mais c'est la forme. Tu sais, il n'est pas habitué à répondre de cette façon. Peut-être qu'il fait beaucoup d'oral avec ses parents à la maison parce que juste le geste d'écriture est difficile pour lui. Alors, quel va être le résultat? Qu'est-ce que ce résultat, qui est évidemment biaisé, va pouvoir donner comme information pour continuer à offrir un bon encadrement à ces familles-là. Donc, il y avait eu, lors du changement de l'évolution de la loi il y a quelques années, il y avait eu énormément de discussions, il y avait énormément de gens qui avaient démontré comment on pouvait faire autrement l'évaluation, comment un portfolio de plusieurs éléments pris au cours de l'année ou comment une entrevue avec un professeur qui a le temps de mettre l'enfant à l'aise, qui peut aller voir par oral, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu veux me montrer qu'est-ce que tu as fait? Puis on en parle. Alors, il y a beaucoup de méthodes, où on est capable d'obtenir un réel portrait, finalement, de la progression des compétences de l'enfant. Puis, il faut se souvenir que c'est ça l'objectif final. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants, ils développent des compétences qui vont leur permettre d'être autonomes lorsqu'ils seront adultes. Puis, on sait que le monde va très, très, très vite, puis qu'on ne sait pas vraiment ça va être quoi les compétences nécessaires demain ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Fait que si on a des parents qui décident de favoriser la motivation chez leur enfant, l'envie de lire, donc l'envie d'apprendre, de s'éduquer, etc., plutôt que d'introduire une règle de grammaire à 7 ans et 4 semaines, ça va peut-être avoir sur le long terme plus d'impact. Mais c'est difficile à évaluer, clairement. Et quand on veut contrôler, alors c'est sûr que les parents ont moins le goût aussi d'offrir une collaboration très transparente sur ce qu'ils font à la maison. Intéressant, donc là, on est vraiment sur des visions de société, je dirais, englobent ces questions d'éducation. Comment on veut préparer les jeunes, donc à un monde, plein d'incertitudes? Est-ce qu'il faut les formater sur un système rigide ou est-ce qu'il faut au contraire développer des aptitudes? C'est un petit peu les enjeux que j'ai l'impression que vous évoquez aujourd'hui, vraiment où vous mettez le doigt sur ces questions entre les différentes, méthodes, entre l'école traditionnelle et puis l'école à la maison. Est-ce qu'il y a peut-être en conclusion, avant de se quitter, est-ce qu'il y a un pays, ou une région qui est particulièrement, favorable ou qui accompagne ou qui fait la promotion ou qui est ouverte à ce genre de pratique d'école à la maison? Qui serait un modèle ou un benchmark pour le Québec et d'autres pays comme la France, par exemple? Alors, définitivement pas la France. C'est sûr que les provinces de l'Ouest, en Alberta et en Colombie-Britannique, ont toujours eu
même à la Saskatchewan, il y a toujours eu des politiques en faveur de l'éducation à la maison. Puis il peut y avoir toutes sortes d'outils qui seraient pas forcément transférables au Québec, mais qui peuvent permettre de réfléchir. Je pense par exemple au fait d'avoir une école associée. Bon, le parent va aller magasiner son école associée, ce qui crée un petit peu de compétition entre les écoles qui vont dire, moi, je vais offrir plus de choses pour vous donner envie. Alors, le parent va être suivi par l'école, puis il va pouvoir aller chercher des ressources, il va pouvoir aller chercher des conseils pédagogiques auprès de l'enseignant qui va lui être référé. Alors, vraiment plus comme une collaboration qui va permettre de reconnaître et les compétences des enseignants, des conseillers pédagogiques, etc., qui font partie du système, qui ont des compétences extrêmement précieuses, puis qui peuvent aider les parents à mettre en pratique leur éducation à la maison, mais aussi reconnaître les compétences du parent. Les compétences du parent, personne que le parent ne va mieux connaître son enfant. C'est le parent qui passe toutes ses journées, toutes ses nuits et toutes ses semaines avec son enfant, donc il le connaît par cœur. C'est le parent qui va être capable de pouvoir parler des intérêts de son enfant. Qu'est-ce qui passionne mon enfant? C'est le parent qui va être capable de mettre en place puis d'essayer auprès de son enfant de faire tout un tas d'essais-erreurs. Donc, d'accompagner ces parents-là, de les soutenir. Je donnais l'exemple de l'école associée, mais ça peut être aussi, par exemple, avoir un chargé de suivi qui se déclare ouvert, par exemple, plus à la méthode Montessori. Bon, les parents qui disent, moi, ça m'intéresse cette méthode Montessori-là, et s'ils pouvaient choisir cette personne-là qui va les accompagner, les suivre d'année en année, mais c'est sûr que c'est aidant parce que et la personne du ministère va continuer de développer ses compétences parce que les parents continuent d'expérimenter, et les parents vont pouvoir aller chercher et obtenir des conseils extrêmement pertinents. Donc, c'est vraiment d'y aller dans un mode de plus de collaboration, plus de supervision de ce que fait la famille, plutôt que d'aller chercher à contrôler puis à ramener tout le monde comme des petits moutons dans le petit carré qui est prévu. Oui. Très bien. OK, écoutez, merci beaucoup Marine pour cet éclairage, cette analyse, hein, pour de l'école à la maison et l'éducation en général. Donc, merci pour votre participation ici, Maintenant autrement. Donc Libre Média, cette émission existe pour vous et grâce à vous. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite, à vous abonner et à contribuer à la liberté de la presse en faisant un don. Merci et à très bientôt.